En quelques jours, le cobalt triple de prix et l'euro vacille brutalement sur les écrans boursiers. Deux chiffres suffisent pour montrer que l'Afrique, longtemps traitée comme un simple réservoir de matières premières, commence à dicter les règles du jeu face aux capitales européennes. Que signifie vraiment ce basculement pour chacun de nous lorsque Ibrahim Traoré répète que la liberté commence à la porte de la mine au moment précis où les contrats se renégocient? Un centre de gravité se déplace, silencieusement mais sûrement, loin des anciennes métropoles. Ce récit promet de dévoiler comment un enchaînement de décisions africaines, longtemps jugées improbables, a fini par fissurer l'architecture économique qui liait le continent à l'Europe depuis des décennies. La promesse centrale tient en 10 mots: comprendre comment un rapport de force peut vraiment basculer. Car derrière chaque suspension d'exportation, chaque renégociation de contrat, se joue une bataille moins visible, celle du contrôle psychologique des ressources, où l'enjeu n'est plus seulement commercial, mais existentiel pour les États déconcernés. À mesure que les prix mondiaux fluctuent, que les chaînes d'approvisionnement tremblent, une question s'impose. Qui bénéficiera réellement de cette nouvelle ère d'affirmation africaine? Ce chapitre racontera comment les signaux faibles, un marché, un métal, un acte souverain, se transforment en ondes de choc capables de restructurer des alliances entières. Et si ce mouvement n'était pas un accident, mais l'étape inaugurale d'un renversement global encore mal compris? En l'espace de quelques jours, au début de 2025, deux chiffres ont suffi pour révéler l'ampleur du basculement. Un cobalt triplé sur les marchés mondiaux et une dépréciation d'environ 10% de l'euro face aux monnaies désormais utilisées dans les échanges africains. Ce duo brutal, un métal stratégique qui s'envole, une monnaie européenne qui vacille, a marqué le premier signal tangible d'un nouvel ordre économique qui ne disait pas encore son nom. Derrière ces variations apparentes, un enchaînement de causes s'est mis en place, méthodique, presque mécanique. La décision de la République démocratique du Congo de suspendre ses exportations, l'exigence de raffinage local, puis la réaction en chaîne au Ghana, au Nigeria, en Namibie. Ces gestes, que beaucoup imaginaient isolés, se sont avérés être les maillons d'une même dynamique. L'Afrique cessait d'être un terrain d'extraction pour devenir un terrain de négociation. À cette mécanique nouvelle s'est ajouté un facteur humain décisif: l'émergence d'une génération de dirigeants pour qui la souveraineté n'est plus un slogan mais une méthode. Ibrahim Traoré en est devenu l'un des visages les plus reconnaissables. Pour comprendre la profondeur de ce moment, il faut remonter au fonctionnement ancien du système. Pendant des décennies, l'Europe a structuré ses chaînes d'approvisionnement autour d'un postulat implicite: les matières premières africaines resteraient accessibles, disponibles et peu coûteuses. L'Afrique, en retour, recevait des promesses d'aide, des programmes d'accompagnement, des accords présentés comme gagnant-gagnant mais largement déséquilibrés. Ce contrat mondial reposait moins sur la loi que sur l'habitude, une habitude forgée par l'histoire, entretenue par la dépendance et rarement contestée à grande échelle. C'est précisément ce socle tacite qui s'est fissuré lorsque des pays africains ont décidé de redéfinir leurs termes d'échange, non pas sous l'effet d'un rejet émotionnel, mais sous celui d'un calcul froid. Si la demande mondiale repose sur leurs ressources, alors le rapport de force aussi. Et cette prise de conscience, autrefois diffuse, est devenue une doctrine. Pour mesurer l'onde de choc provoquée par cette rupture africaine, il suffit d'observer deux scènes concrètes, situées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais reliées par la même prise de position souveraine. La première se déroule à Kolwezi, où des ingénieurs congolais expliquent aux entreprises européennes qu'aucune cargaison de cobalt ne quittera plus le territoire sans preuve d'investissement dans une raffinerie locale. Ce renversement, inimaginable quelques années plus tôt, a immédiatement créé un goulot d'étranglement
pour l'industrie européenne des batteries, rappelant que le cœur matériel de la transition énergétique n'était pas sur son sol. La seconde scène se situe à Accra. Un responsable ghanéen présente la nouvelle règle interdisant l'exportation d'or brut. Les acheteurs européens habitués à une chaîne d'extraction linéaire et prévisible doivent soudain renégocier, adapter leur calendrier, revoir leurs marges. Dans ces deux microcas, l'Afrique démontre sa capacité à transformer une ressource en levier diplomatique et un simple décret en outil d'influence géoéconomique. Ce changement n'a pas été seulement administratif ou technique, il a été narratif. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré ont replacé la question des ressources au centre de la souveraineté, non pas à travers des discours théoriques, mais par des actes concrets que les marchés ne peuvent ignorer. L'impact précoce est clair. Chaque décision locale crée désormais une secousse mondiale. Et le véritable enjeu, pour l'Europe comme pour l'Afrique, est simple. Qui contrôlera la prochaine étape du mouvement? Tout commence par un geste que beaucoup ont d'abord considéré comme un simple épisode technique. La République démocratique du Congo suspend ses exportations de cobalt vers les entreprises européennes. Tout commence par un geste que beaucoup ont d'abord considéré comme un simple épisode technique. La République démocratique du Congo suspend ses exportations de cobalt vers les entreprises européennes. L'annonce tombe un matin de janvier 2025, sèche, sans fioriture, assortie d'une condition claire. Pas de raffinerie construite en Afrique, pas de cobalt. Pendant quelques heures, les marchés hésitent, puis la réaction s'emballe. En moins de 3 jours, le prix du métal triple. Le secteur automobile européen, déjà sous tension à cause de la transition vers l'électrique, voit ses coûts de production exploser. Les analystes évoquent un incident, un dérèglement temporaire, mais la mèche est allumée. Le Ghana suit, interdit l'exportation d'or brut. Le Nigeria exige des paiements en yuans ou en roupies pour ses contrats pétroliers. La Namibie impose une participation nationale de 51% dans tout nouveau projet minier. Chaque pays agit pour son propre agenda, mais l'effet cumulé ressemble à une stratégie coordonnée. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne réagit plus, elle déclenche. À Bruxelles, les réunions de crise s'enchaînent. Les industriels européens bombardent les ministères de demande d'assistance. À Bruxelles, les réunions de crise s'enchaînent. Les industriels européens bombardent les ministères de demande d'assistance. Les chaînes d'approvisionnement tremblent, les délais de livraison s'allongent, les marges s'effondrent, les prix de l'énergie bondissent de 15% dans plusieurs pays de l'Union. Le cobalt n'est plus la seule ressource concernée. Uranium, or, pétrole, lithium, tous deviennent des pièces d'un nouvel échiquier. Le choc n'est plus sectoriel, il devient systémique. Et c'est à ce moment qu'une phrase d'Ibrahim Traoré, répétée depuis des mois, prend une dimension nouvelle. La liberté commence à la porte de la mine. Ce n'est plus une déclaration politique, c'est un mode d'emploi que les marchés ne peuvent plus ignorer. Quand le Niger et la Namibie réorientent leurs exportations d'uranium, les prix de l'électricité en Europe s'envolent. Quand les raffineries européennes cherchent à sécuriser des contrats alternatifs, elles découvrent que l'Afrique a déjà entamé une nouvelle série de partenariats avec la Chine, l'Inde ou les pays du Golfe. Les anciennes puissances coloniales réalisent qu'elles ne sont plus le centre de gravité des négociations. Le sommet de l'Union africaine de mai 2025 marque l'apogée de cette dynamique. Les chefs d'État africains y affirment d'une même voix qu'ils ne quémanderont plus d'accords équilibrés. Ils les dicteront. La rupture n'est plus silencieuse. Elle devient officielle, assumée, irréversible. Les entreprises européennes révisent brusquement leurs projections. Certaines suspendent leurs plans d'investissement,
D'autres délocalisent une partie de leur production vers l'Asie pour sécuriser l'accès aux ressources transformées. Les entreprises européennes révisent brusquement leurs projections. Certaines suspendent leurs plans d'investissement. D'autres délocalisent une partie de leur production vers l'Asie pour sécuriser l'accès aux ressources transformées. L'euro perd près de 10% face au yuan et à la roupie, confirmant que le système monétaire dans lequel l'Europe dominait ne s'applique plus de la même manière. En Afrique, les gouvernements accélèrent la construction d'infrastructures locales, raffineries au Ghana et en RDC, projets d'industrialisation au Nigeria, acquisition d'équipements miniers en Namibie. Les premiers indicateurs montrent une montée progressive de la transformation locale. Le message est assez clair. Le continent n'est plus un fournisseur brut, mais un acteur structurant. Et à mesure que les lignes bougent, une certitude s'installe. Le monde vient d'entrer dans une période où chaque décision africaine a un effet d'onde global. L'ouverture de cette section exige un mouvement clair. Baseline, delta. Avant 2025, le cobalt évoluait autour d'un prix relativement stable, dépendant des cycles industriels et des annonces technologiques. Mais après la suspension congolaise, le marché enregistre une hausse spectaculaire de plus de 20% en seulement quelques jours. Cette augmentation fulgurante montre combien les chaînes d'approvisionnement reposaient sur un accès garanti. Cette envolée illustre aussi la fragilité d'un système construit sur des dépendances structurelles anciennes. Deuxième donnée, la fluctuation du prix de l'énergie en Europe, estimée à plus 15% après les nouvelles exigences du Nigeria concernant les paiements pétroliers. Cette variation touche directement les ménages comme les industries, révélant une pression immédiate et difficilement absorbable. Elle prouve également que les décisions africaines peuvent agir comme des leviers macroéconomiques directs. Troisième mesure, la perte d'environ 10% de la valeur de l'euro face aux monnaies utilisées dans les nouveaux accords africains. Cette dépréciation signale un déplacement réel du centre de gravité commercial. Elle confirme aussi que le pouvoir monétaire européen n'est plus incontesté sur le continent africain. Ces trois chiffres, 220%, 15%, 10%, ne sont pas simplement des indicateurs économiques, ce sont des marqueurs géopolitiques. Ils montrent que la souveraineté, lorsqu'elle est exercée sur des points névralgiques, peut créer des effets en cascade qui dépassent les frontières. Les, vari- les variations ne sont pas abstraites. Elles se traduisent par des usines qui peinent à s'approvisionner, des gouvernements qui révisent leur budget, des entreprises qui retardent leurs plans de transition énergétique. Pour comprendre la portée réelle de ces données, il faut replacer leur émergence dans la logique africaine. Les pays concernés ne cherchent pas à déstabiliser les marchés, mais à corriger un déséquilibre de longue date, celui où la valeur ajoutée se crée ailleurs tandis que le risque reste local. Le triplement du cobalt ne reflète pas seulement un choc d'offres, mais la volonté africaine d'imposer la transformation sur place. L'augmentation du coût de l'énergie ne résulte pas d'un boycott, mais d'un changement des conditions de participation au commerce mondial. La dépréciation de l'euro n'est pas une attaque monétaire, mais la conséquence logique d'un rééquilibrage des échanges. Ces chiffres, souvent cités dans les analyses européennes comme des signaux de crise, sont perçus en Afrique comme les premiers indices d'un renversement plus vaste. Ils montrent que la phrase d'Ibrahim Traoré, «La liberté commence à la porte de la mine», n'est pas qu'un symbole, c'est une équation économique. Le modèle traditionnel, longtemps fondé sur la disponibilité des ressources africaines, entre dans une nouvelle phase où le contrôle local produit une influence globale. L'enjeu n'est plus de savoir si cette dynamique va continuer, mais jusqu'où. Car trois chiffres suffisent parfois à redessiner une carte du pouvoir.
Deux visions s'opposent désormais avec une cohérence interne suffisamment forte pour mériter d'être examinées sans caricature. La première, largement relayée dans certains milieux européens, affirme que l'Afrique prend un risque majeur. En redéfinissant ses conditions d'exportation et en resserrant son contrôle sur les ressources critiques, elle pourrait simplement échanger une dépendance ancienne contre une dépendance nouvelle. Selon cette perspective, les chaînes d'approvisionnement asiatiques ou moyen-orientales, déjà puissantes, finiraient par imposer leurs propres règles, plaçant le continent dans une zone d'influence différente mais tout aussi contraignante. Les sceptiques mettent en avant l'argument de la capacité industrielle. Sans infrastructures massives, disent-ils, l'Afrique ne pourra pas absorber seule ses ambitions de transformation locale. La seconde vision, adoptée par de nombreux dirigeants africains, repose sur l'idée que la souveraineté ne se délègue plus. Elle considère que ces décisions, suspension des exportations, renégociation des contrats, conditionnalité du raffinage, sont non seulement légitimes, mais nécessaires pour sortir d'un modèle extractif qui dure depuis plus d'un siècle. Les partisans de cette lecture insistent sur un point clé. La diversification des partenariats n'est pas un alignement forcé, mais un élargissement du champ de manœuvre. En ouvrant simultanément des discussions avec la Chine, l'Inde, le Golfe et d'autres acteurs émergents, l'Afrique crée une concurrence entre acheteurs, ce qui réduit mécaniquement le risque de dépendance exclusive. Le Stillman exige cependant une confrontation des deux raisonnements. Pour cela, il faut revenir aux faits. L'envolée de plus de 120% du cobalt, les plus 15% sur l'énergie européenne et la dépréciation de 10% de l'euro ne sont pas les signes d'une domination asiatique, mais la conséquence directe d'une maîtrise africaine sur ses ressources. Les décisions structurantes, interdiction d'exportation brute au Ghana, conditionnalité minière au Congo, exigence monétaire du Nigeria, proviennent toutes du continent. Les réactions mondiales, elles, ne sont que des répercussions. En d'autres termes, il est possible de reconnaître le risque théorique d'une nouvelle dépendance tout en constatant que, pour l'instant, l'Afrique est l'acteur qui fixe les règles, non celui qui les subit. Le débat reste ouvert, mais les données penchent clairement vers une réalité. Le centre de décision s'est déplacé. Au milieu de la crise, un détail passé inaperçu par de nombreux observateurs révèle l'ampleur du changement. Plusieurs négociations africaines, menées en parallèle et sans coordination officielle, aboutissent toutes à la même exigence: transformer les ressources sur place. Ce n'est ni un slogan, ni un geste symbolique, c'est une doctrine pratique qui inverse l'ordre établi. Et lorsque les capitales européennes tentent de rétablir les anciens termes, elles découvrent que les pays africains ont déjà sécurisé des partenariats alternatifs, prêts à financer des infrastructures que l'Europe n'avait jamais voulu considérer. C'est précisément à ce moment que les déclarations d'Ibrahim Traoré prennent une autre dimension. Sa phrase «La liberté commence à la porte de la mine» ne semble plus décrire un rêve politique, mais un protocole opérationnel adopté par plusieurs gouvernements. Le midpoint du récit n'est donc pas une rupture spectaculaire, mais un alignement discret entre États africains, chacun avançant selon ses propres besoins, mais tous poussant dans la même direction, la souveraineté matérielle. Ce basculement, silencieux mais massif, reconfigure non seulement les flux économiques, mais aussi les rapports d'autorité. Le monde réalise soudain que l'épicentre du pouvoir n'est plus où il croyait. Les conséquences de cette recomposition économique se déploient désormais dans 4 directions distinctes, chacune révélant un morceau du nouvel équilibre mondial. Le mouvement n'est pas uniforme, mais il est suffisamment cohérent pour dessiner une trajectoire lisible. Population africaine.
Pour les citoyens africains, le changement se traduit d'abord par une revalorisation de leurs ressources. Dans plusieurs pays miniers, les discussions sur la transformation locale ouvrent la voie à des projets de raffinerie, d'usines de traitement et d'infrastructures énergétiques. Cela signifie davantage d'emplois et un transfert progressif de compétences techniques vers les communautés locales. Les revenus publics augmentent aussi grâce aux nouvelles conditions imposées aux multinationales, permettant au gouvernement d'investir dans la santé, l'eau et l'éducation. Mais cette transition comporte des défis. Les attentes sociales grimpent rapidement et les inégalités internes peuvent se creuser si les États ne redistribuent pas équitablement les bénéfices. Le mouvement apporte donc espoir, mais exige une gouvernance stricte pour éviter de nouvelles tensions internes. Entreprises européennes. Les entreprises européennes vivent un choc frontal. La hausse du cobalt de plus 120% combinée à la contrainte nouvelle de transformer localement bouleverse leurs modèles économiques. Les constructeurs automobiles revoient leurs feuilles de route. Les fabricants de batteries cherchent des alternatives technologiques. Les groupes énergétiques réévaluent l'ensemble de leur portefeuille. Le coût d'adaptation n'est plus marginal, il devient structurel. Plusieurs industries se retrouvent contraintes de relocaliser certaines opérations hors d'Europe ou d'investir directement en Afrique pour conserver leur accès aux matières premières. La perte d'influence monétaire, illustrée par la dépréciation de l'euro, amplifie ce déséquilibre. Un constat s'impose. L'ancien rapport de force économique ne fonctionne plus. Gouvernement européen. Pour les gouvernements européens, les effets sont politiques avant d'être économiques. L'augmentation des prix de l'énergie, plus 15%, crée une pression immédiate sur les budgets nationaux, sur les ménages et sur la stabilité sociale. Les chancelleries comprennent qu'elles doivent renégocier non pas un contrat, mais un cadre global. Elles doivent aussi répondre à une question embarrassante. Comment reconstruire une relation avec un continent qui n'accepte plus la verticalité des anciennes pratiques? Plusieurs rapports internes évoquent la nécessité de respect mutuel, de partenariats équitables, mais les marges de manœuvre sont réduites. Le sentiment de perte d'influence devient palpable et l'ombre des décisions africaines plane désormais sur chaque commission économique. Équilibre géopolitique mondiaux. Au niveau global, la reconfiguration est encore plus visible. Les pays du Golfe, la Chine et l'Inde s'insèrent rapidement dans l'espace ouvert par la rupture Afrique-Europe. Ils proposent de financement, infrastructures et technologies en échange d'un accès aux ressources transformées. L'Afrique devient un centre de gravité géostratégique capable de conditionner la transition énergétique mondiale. C'est dans ce paysage que les prises de position d'Ibrahim Traoré prennent tout leur poids. Il ne s'agit plus d'un leader isolé, mais d'une voix qui exprime un mouvement continental plus large. L'Afrique n'est plus spectatrice, elle est architecte. L'impact réel de cette mutation est clair. Les lignes d'autorité se déplacent, les interdépendances se recomposent et le monde découvre qu'un continent longtemps considéré périphérique s'est installé au centre des décisions économiques globales. Pour anticiper les 12 prochains mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant du degré de coordination africaine, de la réaction européenne et de la vitesse à laquelle les partenariats alternatifs se consolident. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils cartographient les chemins possibles qui découlent directement des dynamiques déjà observables. Dans l'hypothèse la plus réaliste, les pays africains poursuivent leurs politiques actuelles sans intensifier brutalement leurs exigences. Les raffineries locales commencent à émerger. Les entreprises européennes ajustent leurs chaînes d'approvisionnement. De nouveaux accords bilatéraux sont négociés sur un ton plus pragmatique.
L'Europe, confrontée à la pression de ces industries, accepte certaines conditions africaines en échange d'une stabilité minimale. Les prix des matières premières restent élevés, mais secs de s'emballer. L'Afrique consolide sa souveraineté sans rupture totale. Ce scénario aboutit à un système hybride, plus équilibré qu'auparavant, mais encore traversé par des tensions structurelles. Dans cette version, la coordination africaine s'intensifie. Les projets de transformation locale avancent rapidement grâce au financement du Golfe, de l'Inde et de la Chine. Plusieurs États signent des partenariats industriels permettant de produire sur place le cobalt raffiné, l'or traité ou les dérivés pétroliers. L'Europe perd une partie de son influence économique et doit redéfinir entièrement sa stratégie énergétique ainsi que son modèle industriel. Les prix mondiaux se stabilisent à un niveau élevé, mais l'Afrique capte une part bien supérieure de la valeur ajoutée. Ce scénario ouvre la voie à une autonomisation économique durable, avec un effet d'entraînement sur les autres régions du Sud global. Ici, la dynamique actuelle se grippe. Certains gouvernements africains manquent de cohésion, d'autres subissent des pressions internes. Quelques partenaires alternatifs imposent des conditions désavantageuses. Ici, la dynamique actuelle se grippe. Certains gouvernements africains manquent de cohésion, d'autres subissent des pressions internes. Quelques partenaires alternatifs imposent des conditions désavantageuses. Les infrastructures promises tardent, les raffineries ne voient pas le jour au rythme attendu. Les États reprennent des accords rapides pour compenser des pertes budgétaires immédiates. L'Europe retrouve alors une partie de son influence, tandis que la dépendance africaine se déplace simplement vers d'autres acteurs. Le continent perd l'élan accumulé et retourne dans un cycle d'ajustement imposé par l'extérieur. Ce basculement économique n'est pas seulement une affaire de gouvernement ou de marchés mondiaux. Il touche aussi directement trois cercles d'acteurs dont réalités se croisent sans toujours se rencontrer. L'objectif ici est de relier ces transformations macroéconomiques à des expériences concrètes, vécues par celles et ceux qui observent ce changement depuis des positions très différentes. Pour une génération qui n'a jamais connu autre chose qu'un système d'extraction centré sur l'exportation brute, la perspective de transformer les ressources sur le continent ouvre un horizon inédit. Des projets de raffinerie, de start-up technologiques ou de plateformes logistiques deviennent soudain des objectifs plausibles. La souveraineté, souvent perçue comme un concept abstrait, se matérialise en opportunités professionnelles réelles. Mais cette attente crée aussi une pression. Les jeunes exigent des résultats visibles et une gouvernance transparente pour éviter que les bénéfices du changement ne soient captés par des élites déjà établies. Pour eux, les conséquences se manifestent d'abord dans le quotidien. Prix de l'énergie plus élevé, coûts d'importation instables, tensions sociales liées à la perte de compétitivité industrielle. Beaucoup découvrent la dépendance de leur propre économie à des matières premières venues d'Afrique, une réalité longtemps masquée par les chaînes d'approvisionnement globalisées. Le débat public s'en trouve reconfiguré. Doit-on repenser la politique énergétique? Faut-il relocaliser certaines industries? Et comment reconstruire un partenariat plus équitable avec un continent désormais en position de force, éparpillé entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe? Elles vivent ce moment comme un mélange d'espoir et de responsabilité. Éparpillées entre l'Europe, l'Amérique du Nord et le Golfe, elles vivent ce moment comme un mélange d'espoir et de responsabilité. D'un côté, la transformation du continent renforce un sentiment de fierté longtemps absent. De l'autre, elles savent que leur rôle sera crucial dans les transferts de compétences, l'investissement et la médiation culturelle. Elles deviennent des ponts qui peuvent accélérer ou freiner la dynamique selon les choix politiques et économiques qui émergeront dans les prochains mois. Pour transformer une rupture en trajectoire durable,
Il faut plus que des décisions symboliques. Il faut une méthode. Les mois récents ont montré que les gestes souverains peuvent déplacer des marchés, mais leur pérennité dépend d'un enchaînement rigoureux d'étapes que les pays africains doivent pouvoir maîtriser collectivement. La vision portée par plusieurs dirigeants, dont Ibrahim Traoré, gagne en cohérence si elle se traduit par un plan opérationnel précis, lisible et mesurable. La ZLECA doit devenir un marché unique fonctionnel, avec des corridors logistiques simplifiés, des tarifs harmonisés et des procédures douanières dématérialisées. Une intégration régionale forte réduit la vulnérabilité face aux partenaires extérieurs et permet aux ressources d'être transformées là où les capacités émergent en premier. Raffineries, usines de traitement, laboratoires de contrôle qualité. Sans ces outils, la souveraineté reste théorique. Les partenariats stratégiques avec l'Inde, la Chine ou les pays du Golfe doivent être conditionnés à un transfert technologique mesurable, pas seulement à des financements. Chaque projet doit avoir un calendrier clair et des indicateurs publics. Réduire la dépendance à l'euro passe par l'adoption progressive de monnaies africaines, stabilisées et de plateformes de paiement intracontinentales. Cela protège les économies locales des fluctuations externes et renforce le pouvoir de négociation des États. Une souveraineté sans inclusion sociale risque de se retourner contre elle-même. Les recettes issues de la transformation doivent financer la santé, l'éducation, l'énergie et les infrastructures de base. Une transparence renforcée permettra de maintenir l'adhésion populaire au changement. L'industrialisation exige des compétences techniques avancées. Des programmes de formation régionaux, appuyés par les diasporas et les universités africaines, peuvent accélérer la montée en expertise. À travers ces 5 étapes, l'ambition devient une stratégie et la stratégie un chemin praticable. Dans les premières scènes évoquées, l'ingénieur à Kolwezi, le responsable à Accra, se dessinait déjà une vérité simple, un continent longtemps relégué au rôle de fournisseur silencieux apprenait à nommer sa propre valeur. Ces moments, modestes en apparence, portent aujourd'hui la charge symbolique d'un renversement historique. Ils rappellent que la souveraineté ne naît pas d'un grand discours, mais d'une accumulation d'actes concrets capables de redessiner les rapports de force. Dans ce mouvement, la voix d'Ibrahim Traoré n'a pas été une rupture isolée, mais un écho amplifié d'une aspiration collective. Sa phrase répétée, discutée, contestée parfois, a servi de boussole à ceux qui cherchaient à transformer une indignation ancienne en stratégie durable. Et lorsque l'Afrique a commencé à imposer ses conditions, ce n'était pas pour humilier l'Europe, mais pour reprendre une place qui lui avait longtemps été refusée. Le motif qui relie Kolwezi, Accra et les salles de négociation africaines est clair. La dignité devient une force économique. Cette idée, simple mais profonde, ouvre un espace où chaque pays peut réinventer son avenir sans demander la permission. Le motif qui relie Kolwezi, Accra et les salles de négociation africaines est clair. La dignité devient une force économique. Cette transformation dépasse les matières premières. Elle redéfinit la place du continent dans un monde où l'équilibre des forces se déplace sans cesse. Cette transformation dépasse les matières premières. Elle redéfinit la place du continent dans un monde où l'équilibre des forces se déplace sans cesse. Les décisions prises aujourd'hui résonneront longtemps et chacun, citoyen, chercheur, entrepreneur, membre de la diaspora, observateur européen ou africain, peut contribuer à éclairer ce moment inédit. La conversation qui s'ouvre n'est pas une confrontation, mais une invitation. Elle demande d'écouter les voix qui montent du continent, de comprendre les dynamiques qui se recomposent et d'imaginer comment de nouvelles formes de coopération pourraient remplacer les logiques anciennes. L'avenir n'est pas écrit, il se négocie.
il se construit, il se partage. Les décisions prises aujourd'hui résonneront longtemps et chacun, citoyen, chercheur, entrepreneur, membre de la diaspora, observateur européen ou africain, peut contribuer à éclairer ce moment inédit.